Bonjour chers internautes, heureux de vous retrouver sur votre site Dakaractu. Nous sommes aujourd'hui avec Moustapha Sibi, qui est un opérateur économique de nationalité malienne. Il vit ici au Sénégal. Il est aussi un écrivain. Son dernier ouvrage, c'est L'enfant de Marena, sorti aux éditions L'Harmattan. Il est aussi un soutien ou un souteneur de l'homme politique Soumaïla Cissé. Moustapha, bonjour. Bonjour, M. Cissé. On va parler de l'actualité malienne. Vous le savez, M. Moustapha Sibi, on sait que le Premier ministre ou l'ancien Premier ministre Soumaïla Boubaye Maïga a démissionné suite à la fatwa d'hommes religieux comme Mahmoud Dicko du Haut Conseil islamique du Mali. Quelle lecture avez-vous fait de cette démission? Je ne crois pas que ces fatwas a pu pousser les présidents à accéder à leurs demandes. Ça aurait été un président facile. Lorsqu'on aspire à gouverner le pays, on ne peut pas accepter ou concevoir qu'on démet un gouvernement national par des coups de fatwa. Et où nous allions dans ces cas? Non. En fait, en réalité, ce qui s'est passé, le départ consécutif réel du Premier ministre, l'ancien Premier ministre M. Maïga, est dû à la motion de censure préparée et par l'opposition et surtout les partis au pouvoir. Les partis au pouvoir, c'est RPM, le parti du président, qui a fait élire le président, contrairement à ce qu'il prétend ou ce qu'il laisse entendre. Que, voilà, en réalité, RPM, c'est ce parti qui a fait élire IBK, en premier lieu. Une fois qu'on est présent, c'est normal qu'on se mette au-dessus de la mêlée, en ne se reconnaissant pas à un parti particulier, en se situant, étant au-dessus, les présidents de tous les Maliens. Ça, on peut le concevoir. Mais en réalité, les partis au pouvoir, ce dont moi je me réfère comme étant le parti au pouvoir, c'est l'RPM. Et cet événement est à saluer. C'est sans précédent au Mali. Voilà un parti au pouvoir qui n'était pas d'accord avec le président en exercice. Et non seulement ils ont exigé à ce que le Premier ministre soit démis de ses fonctions, ils n'ont pas obtenu, ils sont allés, c'est que la loi leur a autorisé, d'aller à l'Assemblée nationale déposer l'ordre du jour une motion de censure qui a été soutenue par l'opposition, dont le parti de Soumaïla Cissé, notre parti. Et je m'en félicite. Et je remercie en tant que Malien l'RPM d'avoir joué le jeu et d'avoir été à la hauteur. Surtout son président, M. Boukari Tereta, qui a fait montre d'une grande dignité. Ce monsieur a été malmené depuis l'avènement d'Ibeka au pouvoir. Aucune reconnaissance à son regard. Je ne mets pas en cause ses défauts et qualités. Ce n'est pas mon rôle de faire état de ce qu'il est. Mais en réalité, dans ce cas précis, cet événement précis, ce qui s'est passé, réellement, en tant que Malien, je dois exprimer ma fierté vis-à-vis de ce monsieur qui a vraiment fait montre d'une dignité sans pareil au Mali. Soumaïla est parti, Boubou Cissé est venu en jeune. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il pourra réussir ce que son prédécesseur n'a pas réussi jusque-là? Oui, en fait, c'est un bon point, une très bonne question. Au Mali, nous avions la tendance à croire que tous nos malheurs, c'était sur le Soumaïla Boubaye Maïga. Il suffit qu'il parte, que l'affaire est réglée. Non, ce n'est pas aussi simple que cela. La preuve est faite. Les tueries continuent. Mais la différence est de taille. Les Américains disent « attitude is everything ». Boubaye Maïga est parti, le problème demeure, mais celui qui est arrivé a une sens. S'il a une attitude adaptée à la situation, il peut s'en sortir. Je crois que déjà, il s'en est pas mal sorti jusqu'à ici. Au bout de 15 jours, en tout cas moins d'un mois, il a su rencontrer l'ensemble des classes politiques et un semblant de consensus a été retrouvé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des accords politiques qu'on appelle l'accord politique qui a été signé. Les uns et les autres, certains ont signé, mais n'ont pas jugé nécessaire ou opportun de participer activement au gouvernement. Dans le cas de Soumaïla Cissé, je vous ferai remarquer qu'il n'y a aucun membre de l'URD, notre parti, dans ce gouvernement-là. Et pourtant, ce gouvernement a le soutien total de l'ensemble de l'URD, dont notre président. Il faut le souligner. Soumaïla Cissé n'a pas un problème personnel avec le président de la République. Il s'agit du Mali. Lorsque le président, en réalité, n'a pas fait appel, on parle de main tendue, ce n'est pas une main tendue. Vous allez vous en souvenir, après les élections, le président a fait dire à travers son premier ministre, Soumaïla Boubaye Maïga, que nous n'avons pas une offre politique pour l'opposition nationale.
Voilà, vous voyez, il faut avoir la sagesse de ce propos. Ce n'est pas toujours le cas du président de la République. Avec la composition de ce nouvel gouvernement, on a enregistré quand même l'entrée de beaucoup d'opposants qui étaient caricaturés comme les plus radicaux. Pour vous, qu'est-ce qui peut justifier ce retournement vraiment de situation dans l'échiquier politique malien? C'est le Mali qui justifie la présence de quelqu'un comme Tchéblé Dramé. Les opposants les plus farouches, je suis sûr que vous faites allusion à Tchéblé Dramé, qui a été considéré jusqu'à une période assez récente comme étant la bête noire, n'est-ce pas, du président Ibeka. C'est une bonne chose. Je salue aussi l'attitude de Tchéblé. Ce monsieur est un grand monsieur. Et contrairement à ce que le président Keïta disait, Ibeka, qu'une période donnée, il y a 1 an ou 2 ans de cela, ce petit monsieur, en se référant à Tchéblé, ce petit monsieur, non, ce monsieur est grand de taille physiquement, si on fait le métaphore, il est grand de taille aussi, c'est un grand monsieur dans la politique malienne. Et autre chose, lorsque Ibeka était à la Sorbonne en France, Tchéblé était l'un des premiers à faire la prison pour l'avènement de la démocratie au Mali. Peut-être hors Mali, vous n'avez pas au courant de ça, mais Tchéblé Dramé était l'un des premiers éléments de l'association estudiantine, l'AIM, qui combattait le général Moussa Traoré. Il a fait de la prison, il était au nord déporté, Tchéblé Dramé. Ce n'est pas un petit quelqu'un comme ils ont laissé entendre. La preuve est faite, aujourd'hui, il est là. C'est pratiquement l'attraction, vraiment, sa présence dans le gouvernement, c'est l'homme de la situation aujourd'hui. On a compris. En une semaine, quelques interventions, nous avons plus ou moins retrouvé notre fierté. Il y a eu des déclaration d'un ancien général ou général en activité en France qui disait que le Mali, tant que le gouvernement du sud de Bamako ne revoit pas sa position, n'évolue pas sur sa position du nord, Kidal, il n'y aura pas une paix durable au Mali. Tchéblé, dans les termes diplomatiques, assez élaboré, et vraiment nous a rendu notre fierté, a répondu sagement. Je n'aurais pas été aussi sage que lui, mais en définitive, c'est bien. C'est ça le rôle du diplomate. Tchéblé est un grand monsieur. On sait que Tchéblé, c'est lui qui a toujours soutenu la thèse de la négociation avec les groupes armés qui sont au Mali. Est-ce que ce n'est pas quelque part une manière pour le président Ibeka de faire un clin d'œil au groupe djihadiste parce qu'il a toujours refusé de les inviter autour d'une même table? Oui, Tchéblé, et il a raison. En fait, la difficulté de nos Maliens aujourd'hui, c'est de savoir, avons-nous les moyens politiques de notre orgueil? L'armée n'était pas là. On a su que nous étions vraiment à point zéro en matière de l'armée. Alors, on ne peut pas former une armée en 5 ans pour aller combattre. Non, c'est déjà envoyer nos enfants à l'abattoir. Ce n'est pas vrai. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant, à l'intervalle? On peut négocier. On peut négocier. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas fier ou je n'ai pas d'orgueil ou je ne suis pas digne. Non. C'est les moyens, c'est la réalité. Il faut être pragmatique. Et à l'état actuel des choses, aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous, les Maliens, s'en sortir à l'état actuel des choses. Il faut négocier. Tout en négociant, on se forme. On forme les jeunes gens. Et vous savez, dans la gouvernance, le problème au Mali, c'est la gouvernance. Ce n'est pas mauvaise ou bonne, mais la gouvernance. On a une grosse difficulté par rapport à ça. Ce régime, ce président, il n'est pas démérité totalement, hein, comme on peut laisser entendre. Il n'est pas aussi dépourvu de bonne volonté, Ibeka, il faut le dire. Et ce qui lui manque, c'est l'attitude. Et il a peu de notions, je peux le dire, de la gouvernance. Peu de notions. La gouvernance, ce n'est pas la rhétorique. Ce n'est pas l'incantation. La gouvernance, c'est vraiment gouverner. Je ne vais pas faire le professeur ici, expliquer qu'est-ce que c'est gouverner. Mais gouverner, ce n'est pas comme ça. Ce que nous constatons depuis son avènement. Ça parle. À titre d'exemple, lors des cas de Ouagassogou, il a démis de ses fonctions le chef d'état-major. Celui qui a été nommé a été apostrophé publiquement, comme quoi que l'événement qui m'a mené ici aujourd'hui, je serai venu la prochaine fois, vous êtes démis de votre fonction. Vous êtes nommé hier, si le cas doit se reproduire, moi je reviens ici, vous êtes démis, publiquement, à la télévision. Qu'est-ce qu'il fera aujourd'hui, à partir de ces cas de Sobamba? Qu'est-ce qu'il fera? C'est pour cela qu'il faut... La gouvernance est autre chose. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas de dire que ça soit fait. Il y a une semaine à peine, il y a eu une vingtaine de morts encore dans cette partie du centre. Il a dit, rien ne sera toléré. Il ne suffit pas de parler. Et 10 jours plus tard, voilà. Et la gouvernance aussi, ou l'ingouvernance, c'est aussi le fait que
malgré que nos soldats ne sont pas formés, la formation reste encore à parfaire. Et lorsque la ville de Soban, ou Sobanda, comme on expliquait récemment, il y a une présence militaire qui se trouve à Djakumbu, un village, je crois, de Gon ou de Clore. Et oublions ces villages même, mais c'est varié. C'est varié. C'est le camp militaire, l'un des plus grands camps militaires du Mali, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Sobam. Il nous a appris par le passé que Mali a fait déjà ça, des hélicoptères 6 ou 5, on énumérait ainsi. Mais comment fait-il qu'un événement ait lieu ici? Depuis 17h, le village en question, Sobam, a été encerclé. Depuis 17h. Et jusqu'à 3h du matin, ils en ont terminé les djihadistes. Un coup de fil. Ça peut résoudre le problème. Ça s'appelle l'absence de gouvernance. Nous ne sommes pas encore gouvernés. L'avènement de ces derniers gouvernements en 1 mois, 2 mois ne peut pas résoudre cela. Récemment, j'étais à Kaï, hein, j'ai fêté à Kaï, dans la région de Kaï, j'ai fait une tournée là-bas, je suis en train de voir. En réalité, c'est un faux procès qu'on lui fait ici. Dire que voilà, il aurait dû rentrer au gouvernement. De toutes les façons, s'il rentre, c'est la même chose. Qu'il ne rentre pas, c'est la même chose. Mais moi, je salue sa position. Cette posture est la chose à faire. Comme je disais tantôt, c'est le Mali qui est en cause. Il ne peut pas ne pas être sensible. Au point où nous étions, on sait, la preuve est faite que ce président n'est pas en capacité de résoudre le problème. Alors, si publiquement il a fait appel ou il a été contraint, il faut le savoir. Ce n'est plus important, la discussion c'est du passé, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Et c'est tout à fait normal qu'il soutienne cette position-là. Et n'est pas aussi rentré dans le gouvernement, ça correspondait aussi à ce que j'attendais de lui. Il n'est pas rentré dans le gouvernement. Et aider le pays, l'État, ce n'est pas la présence effective dans un gouvernement. Moi, je suis un homme politique. Contrairement à ce que autour de moi les gens pensent, j'ai toujours été politique, mais je n'ai pas l'intention de partenir à un gouvernement ou autre chose. On peut aider, vouloir. Je veux le pouvoir, j'aspire à diriger, mais pas physiquement. Il faut soutenir, il faut suivre, il faut être d'avis. C'est ça qu'on appelle l'idéo politique. Voilà, c'est ça. La politique, ce n'est pas seulement physiquement être là. Je suis sûr que Soumaïla Cissé, dans sa position aujourd'hui, il est là en train d'aider le Mali autant qu'il pourrait. Et autre chose, le contraire m'aurait étonné. Il serait rentré dans le gouvernement où URD aurait envoyé quelques éléments dans le gouvernement, ça n'aurait pas de sens. Lui, aujourd'hui, c'est le contre-pouvoir. Le Mali a besoin de sa position-là, actuelle. On ne peut pas tous aller faire la juxtaposition chère à Senghor. Non, ce n'est pas ça. On n'est pas à une période de paix, peut-être. Non. Là, aujourd'hui, il faut questionner, continuer à questionner. Nos amis sont dans le gouvernement, ils l'empêchent. L'événement d'hier, nous avons critiqué. Nous devons être critiques. C'est nécessaire, naturellement, être aussi constructif. On n'est pas tellement critiqué. On propose aussi. Sa position est tout à fait naturelle. Et c'est très bien. Ça correspond personnellement à mon état d'esprit. Et je suis serein pour la suite. Je suis serein parce que la posture qu'il adopte aujourd'hui, c'est ce qui correspond. Si vous le connaissez, c'est un homme d'une paix incroyable. Il n'est pas violent, il n'est pas la violence. Il n'a rien de personnel, d'animosité avec le président au pouvoir. Et quand vous l'écoutiez, vous saurez vraiment que c'est un homme qui souffre aussi. Il sait aussi qu'il est en capacité d'aider le pays. Mais il appartient à lui, à nous, de convaincre encore, de demander aux Maliens de nous comprendre, de nous donner une chance de diriger le pays. Mais à sa position, il n'a pas d'autre souci que le Mali. Il n'est pas d'autre souci que le Mali. Ça, je peux en parler en connaissance de cause. Nous avons aussi remarqué que malgré l'union sacrée matérialisée par l'entrée dans le gouvernement des opposants, le Mali ne parvient toujours pas à résoudre la question sécuritaire. N'êtes-vous pas d'avis que les politiciens sont en train aujourd'hui de jouer un peu avec le peuple? Non, ce n'est pas ma lecture de la chose. Je disais tantôt que Boubé Mega est parti, le problème demeure. Mais l'attitude fera la différence. C'est ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe le jour au jour, comme je disais, on ne peut pas résoudre ces problèmes sécuritaires le jour au lendemain. Et si on pouvait, Soumaïla Boubé Mega a failli construire une légende sur sa personne comme étant un monsieur sécurocrate. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas vrai. La preuve est faite. À son arrivée aux affaires, il y a eu autant de tueries, sinon davantage qu'auparavant. Il n'a rien su résoudre. C'est un fait. Vous savez, en Afrique, c'est tellement facile. Qu'est-ce que c'est? Soumaïla Boubé Mega, il était d'abord dans le service secret. Il était à la tête des services secrets du Mali, le temps d'Alifa, je crois.
Les services secrets ou d'un État comme le nôtre, la fonction première, c'est quoi? C'est protéger les chefs d'État. C'est d'espionner les opposants. C'est de faire des montages grossiers, les combinards, etc., etc. Rien d'autre. Ils n'ont au courant de rien. C'est le cas encore aujourd'hui. Les services secrets maliens n'ont au courant de rien. À part poursuivre, écouter les journalistes qui pondent les articles à leur défaveur, etc., etc. C'est tout. Donc, après avoir géré un département sécuritaire, en protégeant seulement le président ou le Bamako, la ville de Bamako ne fera pas de vous un homme de sécurocrate. Ça n'a pas de sens. La preuve est faite. Ce monsieur n'est même pas un fin politicien parce qu'il était tellement clivant. C'est ça qui fera la différence. Le jeune homme qui est ici, M. Boubou Cissé, je l'observais, je pense qu'il fera du bon travail. Mais il a besoin de temps. L'attitude fera la différence. C'est ce que les Américains disent. L'attitude is everything. S'il se comporte en chef, un chef on n'est pas égal lorsque je suis chef du gouvernement. C'est ce que les prémices n'ont pas compris. L'ancien. Et quand il suffit qu'un article sorte, ou un opposant dise ici quelque chose, il répondait indirectement, mais avec des formules. J'ai parlé de l'incantation, la rhétorique. Quand on gouverne, on est exempt de la rhétorique. Vous êtes dans l'action, l'autre peut parler, c'est sa vocation, l'opposition de parler. Mais à chaque mot, il revenait en aggravant encore la situation. Il a tellement clivé, et c'est ce qui a poussé, comment on appelle ça, les imams, là, Mohamed Diko, de faire un fatwa sur sa tête. Parce que le monsieur était clivant. Lorsqu'il y a un différend entre nous, l'homme à poigne n'est pas celui qui crie, qui insulte tout le monde ou qui dit au syndicat, moi je vous dis la vérité, j'ai un langage de vérité, je ne peux pas payer, c'est là où on n'a pas. Non. Va dîner, c'est le chef syndicaliste. Va dîner chez lui. Parlez en famille, nous sommes des Maliens. Les soirs, vous parlez, les matins, on revient, on se trouve. Vous m'insultez à la télé dans la journée, les soirs, je viens chez vous. Ça, c'est un homme à poigne. Et à l'arrivée, ce qui compterait, c'est le résultat. J'obtiens ce que j'attends de toi, dis ce que vous allez dire en vociférant. La différence en est que j'ai obtenu. C'est ça un homme à poigne. Un homme à poigne n'est pas celui qui insulte. D'autant plus que lorsqu'on gouverne, la gouvernance, c'est autre chose. Quand on a les pouvoirs, on a les leviers du pouvoir, on n'est pas égal à un opposant. On ne peut pas le répondre comme les querelles enfantines. L'autre dit un mot, l'autre répond aussi. C'est ça qui a fait sa perte. Ce n'est pas un homme à poigne. Un journaliste qui a de bons sens de formules, c'est tout, ça s'arrête là. La preuve est faite, cet homme n'a rien d'un sécurocrate. Il ne peut pas, c'est raté pour lui. Les gens ont été construits autour de Ibeka comme étant l'homme de parole quand Clentigui, on disait ça. La preuve est faite. La gouvernance, c'est une affaire sérieuse. Je n'ai pas observé une intelligence auprès de ces régimes-là qui expliquent qu'ils savent qu'est-ce que c'est la gouvernance. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, tantôt. On a vu que les attaques djihadistes qu'on avait connues dans le nord et un peu dans le centre aussi sont en train de donner place à un conflit intercommunautaire dans le centre. Aujourd'hui, doit-on désespérer vraiment du cas du Mali avec les récentes attaques à Ogosago et aussi celle de Soban? Oui, c'est vrai que la situation est vraiment difficile, si ce n'est pas catastrophique. Mais je suis de nature optimiste. Je ne baisse pas les bras aussi facilement. Vous savez, le cas du Mali aujourd'hui, ça me fait penser à un grand avocat conférencier kenyan, un orateur hors pair. Ni n'était son accent souligné d'Afrique australe, on le comparait à Dr. Martin Luther King. Il s'appelle Pello Lumumba. L'une de ces conférences, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si c'était lui ou un de ses participants qui disait que ce qui est logique n'est pas toujours pratique. Ce qui est pratique n'est pas toujours juste. Ce qui est juste n'est pas toujours éthique. Ce qui est éthique n'est pas toujours souhaité. Et enfin, il disait, ce qui est souhaité nous ramène à ce qui n'est pas logique. Cette anaphore peut s'appliquer au Mali, le cas du Mali aujourd'hui. Mais il n'empêche, un problème est amené à être résolu pour une solution. Nous allons nous en sortir renforcés. C'est ma conviction. J'ai parlé tantôt de la motion de censure. C'est un fait. Il est à saluer. Mais ce gouvernement actuel de l'Union nationale, l'accord qui a sanctionné l'avènement de ce gouvernement-là, dans cet accord politique, il y a un article 4 de l'accord qui a dit ceci. Le parti politique ne peut pas démettre les représentants
celui qui a été nommé sur leur proposition, à leur bon vouloir. Et le ministre qui a été nommé sur proposition de ces partis-là aussi ne peut pas couper un lien avec son parti. Il sera viré aussitôt après et en coordination entre les partis et le gouvernement. We are reaching, en anglais on dit, nous arrivions. Les problèmes, quand je parle de la gouvernance, c'est aussi l'existence des partis politiques, la transhumance. Vous nommez un ministre, un parti propose un ministre aujourd'hui, une semaine après, il ne répond plus au téléphone. Et ce qui fait que vous avez l'impression qu'on est de l'opposition et on est du pouvoir. Ça ne pouvait pas continuer. Mais lorsqu'au Mali, on arrive à constater qu'un parti au pouvoir, le parti du président, fait passer une motion de censure en collaboration avec l'opposition, nous arrivons, we are reaching. Et lorsque un gouvernement, un accord politique a mentionné que le nommé sur proposition d'un parti ne peut pas couper les liens avec ces partis-là, comme c'est toujours été le cas. Ce qui donnait toujours à un blanc-chien au président au pouvoir, faire ce qu'il veut. Et voilà. Dans la théorie, on dit qu'on collabore, il y a coalition, mais en réalité, une fois nommé, le monsieur coupe tout pont. Donc, c'est pour dire que nous allons arriver. Maintenant, j'ai parlé aussi de l'attitude. C'est vrai, l'autre parti, le problème demeure. Mais je suis d'avis que, d'après ce que je sais, le temps imparti n'est pas suffisant pour dire tout ce que je sais de la situation actuelle. Nous sommes sur le point vraiment... Les bonnes volontés sont là. Comme je disais, Ibeka, c'est un président calamiteux. Au Mali, nous avons la FAMA, l'armée nationale. Hein. Vous avez G5 Sahel. Vous avez la Barkhane. Vous avez la MINUSMA. Nous ne demandons pas qu'ils tuent. Ils n'ont même pas à tuer. Qui nous aident sur les renseignements. Comment comprenez-vous le centre aujourd'hui, après tout ce tuerie qui est lié au centre, que les gens préparent, encerclent un village sans que l'information ne puisse arriver au bon port, c'est-à-dire que pas le chef ou commandant en haut, mais y compris au président de la République. Qui a intérêt à ce que ces informations ne sortent pas? Qui a intérêt que, dès lors que les signalements sont donnés, parce que les villageois, lorsque les terroristes, ils ne sont pas en avion, c'est en moto. Comme tous ces pays, y compris le Mali même, avec l'armement, l'équipement que nous savons qu'ils ont, peuvent rester dans cette partie du Mali, sachant où on en est aujourd'hui, parce que le nord, il y a un semblant d'accalmie au nord, et que les gens se préparent, se concertent, se parlent au téléphone. C'est quoi les renseignements? Je ne sais pas, ça veut dire quoi. Ça, c'est le problème. Autre chose. Moi, j'ai vraiment du mal à concevoir qu'un éleveur tuerait ou brûlerait vif des bétails. Ce n'est pas ma conception. Un éleveur, il pourrait éventuellement voler. Aller même le tuer, le vendre, la chair. Un éleveur tuerait, brûlerait vif. Un chasseur qui est incapable de tuer un animal en gestation peut tuer un enfant de 5 ans, de 3 ans, de 4 ans, des bébés. Les chasseurs traditionnels que nous connaissons, les armements, les douilles que les gens et les autres collectons sur le lieu, ça ne ressemble pas à des douilles de chasseurs. C'est des armées. Et quelle armée? Allez les savoir. Autre chose, l'agriculteur. Comment un agriculteur peut aller brûler un grenier? L'agriculteur qui mange au sueur de son front, qui laboure la terre avec une houe à la main. Dans cette zone du pays jusqu'à présent, on cultive encore une grande partie avec une houe à la main. Donc pour vous, il y a des non-dits? Absolument. C'est ma conviction. Ce ne sont pas le Malien qui est en train de tuer les Maliens. Je ne suis pas sûr que ce soit les Dogons qui tuent les Tougleurs et que les Tougleurs qui tuent les Dogons. Ce qu'on peut aussi déplorer, par contre, c'est des associations qui accompagnent ces ethnies-là, ces groupes ethniques-là. Parce que lorsqu'il y a eu ces cas comme à Savannah, il y a eu des communiqués ici et là. Djinné Dogon, c'est une association respectable qui représente ce pays Dogon. Ce pays Dogon que j'aime, je suis soniqué moi, hein, mais j'aime bien ces Dogons-là. C'est un peuple de paix. On ne les reconnaissait pas de problèmes particuliers au Mali, les Dogons. C'est l'une des rares ethnies qu'on peut dire certaines caractéristiques en termes de paix et de l'attitude qui nous rend fiers en tant que même Maliens. Leur communiqué était tout à fait sage. Mais par contre, il y a d'autres associations là-bas, Dana, Abassagou. Eux, pratiquement, ils ont appelé à l'envengeance. Ce n'est pas acceptable. Maintenant, celui qui est là, qui a la possibilité de
de faire en sorte que le conflit devienne interethnique, il suffit que vous déclarez que nous sommes tués, il faut tuer les autres, vous lui donnez la carte blanche. Il fera ça. Mais en réalité, je ne suis pas sûr qu'il y ait une association au Mali qui demanderait au nom de son ethnie qu'on aille tuer l'autre. Je ne crois pas à cela. Et ça, c'est là encore, on revient à la gouvernance. Il appartient au gouvernement de poser la question à nos amis qui sont là pour nous aider. On ne peut pas nier cela. Et autre chose, voilà un fait singulier, extraordinaire qui s'est passé au Mali. Nous sommes le 31 mai 2018. Professeur Alioune Diallo, c'était l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien président de la CEDEAO, une figure tutélaire de la démocratie au Mali, dont la bravoure n'est questionnée par personne au Mali, cet homme-là. Il a fait une interview dans laquelle il a expliqué une entrevue qu'il aurait eue avec un représentant, le chef de division politique de la MINUSMA au Mali. Laissez-moi répéter encore, le chef de la division politique de la MINUSMA au Mali. L'entretien a eu lieu au nom de l'association ADEMA. L'ADEMA, c'est le premier parti politique, mais il y a une association parallèle à ce parti-là, dont il est le président d'honneur. Il y a des éléments dont les cadres compétents, on connaît leur engagement pour le Mali dans ce groupe-là, dans cette association-là. C'est eux, d'ailleurs, qui ont conduit, lors de la tentative de modification de la Constitution, il y a 1 an ou 2, Ante Abana, ce mouvement-là, une partie revenait de ce groupe-là. Ce monsieur de la MINUSMA s'est étonné devant tous les cadres de cette association, le fait que différentes ethnies de Touaregs ont leur branche armée, leur association politique, et qu'ils ne savent pas ce que les peuples font. Soit ils cassent ce qu'ils font, ou on ne sait pas ce qu'ils font. Et il a affirmé, dire que le problème ne peut pas être réglé tant que le peuple ne se prenne pas en responsabilité. À l'époque, il n'y a rien au centre. 31 mai 2018, il n'y avait pas cette tuerie qui commençait au centre. Cet homme d'une moralité sans faille, Alioune Diallo, qui a dit ça publiquement, les Maliens, toute personne lettrée au Mali, qui s'intéresse au Mali, de l'extérieur à l'intérieur, vous avez lu cette interview. Et il a encore affirmé, en outre, dans cette interview, qu'il a écrit en ce sens au président de la République, au premier ministre de l'époque, c'était Modibo Keïta, pour exprimer leurs craintes par rapport à ce qui pourrait tramer dans le pays. Il ne s'est rien passé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a eu des articles depuis avant-hier, comme quoi on dit que IBK, voilà, c'est une traite, il est à la tête du complot ourdi par l'Occident qui sont en train de détourner le pays, etc. Mais ces questions sont légitimes. Comment fait-il qu'un chef de division politique, MINUSMA au Mali, va voir une bonne partie des Maliens, des responsables politiques, pour s'étonner de leur ethnie, l'absence de leur ethnie dans le conflit? On est où là dans ces pays-là? C'est grave. Et le président n'a rien dit. Et voilà, on a l'air. Sinon, au Mali, on dit souvent que c'est une discussion qui est soutenue, que vraiment il y a un complot contre le Mali, dont le gouvernement malien, que ce soit le président ou l'actuel, sont partie prenante. Non, je ne crois pas à cela, en réalité. C'est plutôt de l'incompétence du président de la République, de son régime. M. Lorcar, l'ancien premier ministre français, disait la bêtise est plus vraisemblable que le complot, car la bêtise est à la portée de tout le monde. Le complot demande l'intelligence, l'organisation, etc., etc. Je n'ai pas observé une telle intelligence de ce gouvernement, de ce régime-là, pouvoir concocter un complot pour mettre le Mali à partir. Non, c'est la bêtise, l'incompétence, l'ingouvernance, etc. Pour la France, on sait qu'elle n'a pas mandat d'intervenir dans le centre. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'appartient pas au gouvernement malien vraiment de prendre ses responsabilités, de parler aux Peuls qui sont dans le centre et aux Dogons pour pouvoir quand même régler cette crise? Sinon, on risque de se retrouver avec une guerre civile. Oui, il appartient au gouvernement de jouer ce rôle-là, c'est sûr. Et ils le font, mais fort mal bien. Ils font semblant. Lorsqu'il y a tuerie, on prend l'hélicoptère, on va là-bas, le président va là-bas. Ce n'est pas comme ça. Et d'abord, il faut casser ces associations. Ça ne doit pas exister. Les présidents ne donnent pas les consignes. Le gouvernement ne dit pas je vais interdire. Le gouvernement interdit. Et les injonctions ont été données pour dissoudre ces associations. Aussitôt après, il y a eu des communiqués qui refusent catégoriquement. Je ferai la guerre à ces associations-là, que ce soit Peul ou Dogon. Je serai le gouvernement. Je ferai la guerre d'abord aux associations. Je ferai arrêter les responsables. S'ils refusent de dissoudre,
on les arrêtera, et surtout les chefs qui parlent au nom. En réalité, les gens parlent au nom de l'ethnie. Ce sont des ethnies paisibles. À l'état actuel des choses, il appartient au Mali, au gouvernement malien de trouver la solution. Les associations doivent cesser d'exister. Aussi simple que cela. Autre chose, il va falloir que le gouvernement aussi, surtout le président Ibeka, prenne ses responsabilités, parler aux Français, nos amis français. Nos problèmes, j'entends beaucoup de gens encore qui disent qu'aujourd'hui même, vous avez des pancartes stop, génocide de la France au Mali, etc. On n'en est pas encore là. Mais une grande partie, le fait que cette situation a pérennisé est dû à l'attitude de la France. Comment vous pouvez comprendre, vous, la ville de Kidal, qui est une ville frontalière avec la frontière poreuse de l'Algérie, nos terroristes, chefs terroristes, traqués, sassés, traversent toujours cette ville-là pour aller de l'autre côté. Et la France empêche le gouvernement, l'armée malienne d'être déployée là-bas. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est ça le problème. Tant que le problème de Kidal n'est pas réglé, vous allez me dire que ça n'a aucun rapport avec le nord, avec le centre, mais c'est semblant. Et autre chose. Maintenant, le nord est en train de s'embrager. Qu'est-ce qui se passe au le centre? Le nord, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Les avions atterrissent, ils décollent. Le Mali n'a aucune emprise sur cette partie, ces aéroports-là. Qu'est-ce que la France fait réellement au nord aujourd'hui? C'est la question que les Maliens devraient se poser. Qu'est-ce que la France fait? Au centre, on s'entretient entre nous. Les Français barcanent, ils sont au nord. Pendant ce temps-là, on a des informations. Les avions atterrissent, ils décollent. Qu'est-ce qu'ils déchargent? Qu'est-ce qu'ils chargent? Allez savoir. Ça, c'est aussi, ça nous ramène encore à l'ingouvernance ou l'incapacité de ce gouvernement à arrêter la saignée dans le pays. C'est l'ingouvernance. La France a une grande responsabilité de ce qui se passe, nos malheurs aujourd'hui. La première intervention initiale, Céréval, était à saluer. Ça a pratiquement sauvé Bamako. C'est pratiquement sauvé Bamako. Ni n'était cette intervention, peut-être qu'aujourd'hui on ne sera pas là. Mais une fois que cela est fait, et MNLA qui sont à Kidal, ils étaient démantelés totalement. Il ne fallait pas leur donner la possibilité de réorganiser encore en connivence avec la partie. Il y a des djihadistes au Mali, mais ce ne sont pas en grande partie des étrangers, c'est des Maliens. Vous avez des Tukulors djihadistes, vous avez des Touaregs djihadistes, mais c'est des Maliens. On n'a pas injecté les Afghans ou les Pakistanais au Mali, non. On n'a pas cette information-là. Mais c'est des Maliens qui s'entretuent. On a de la djihad, mais en tout cas des Maliens qui tuent des Maliens. Mais pas des ethnies. On ne peut pas s'identifier à une ethnie pour tuer d'autres ethnies. Ça, ce n'est pas au Mali, ce n'est pas vrai. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina, M. Alpha Bari, a soutenu devant le Conseil de sécurité des Nations Unies un accompagnement de la communauté internationale pour vraiment résoudre la crise sécuritaire qui est en train de secouer le Sahel. Pour vous, est-ce qu'on doit avoir une coalition internationale aujourd'hui dans le Sahel pour faire face à tous ces défis sécuritaires? C'est à saluer le propos d'Alpha Bari, qui était un grand journaliste. Il a travaillé sur RFI des années durant. J'ai écouté l'intervention, j'ai aussi écouté la position du Mali à travers son ministre des Affaires étrangères, Tchiblin Dramé. Oui, c'est une position qui correspond, n'est-ce pas, à ce que nous pensons, nous les Maliens. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est encore le Mali. Parce que quand on dit G5, le Mali en paye un lourd tribut par rapport aux autres. C'est vrai, au Burkina, ce n'est pas aussi la paix totale, mais au Mali, vous savez, lorsque les tueries de masse deviennent une centaine, on en parle, mais en réalité, tous les jours que j'ai fait, on tue quelqu'un au Mali au nom de ces jihad ou ces bandits armés. Et lundi, cette attaque qui a eu lieu à Soban, c'était du dimanche soir, lundi matin. Mais même lundi, vers 11h, un chef commerçant a été égorgé en plein jour à Bandiangara. Par qui? Mais où est l'armée? Même les policiers. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas gouverné. Il y a ces groupes armés bandits, narcotrafiquants qui sont là, qui collectent, n'est-ce pas, les impôts, les taxes, les uns et les autres. Quand vous ne payez pas, vous êtes tués ou vous êtes brûlés. C'est la réalité. C'est ça le problème. Au nord, aujourd'hui, vous ne rencontrerez pas quelqu'un de l'impôt. Le collecteur de l'impôt n'est pas au nord. Mais pourtant, l'impôt, c'est payé là-bas. Mais c'est payé, ces groupes de gens, ce n'est pas des terroristes venus d'ailleurs, hein. C'est des bandits armés. Vous payez, vous pouvez laisser votre magasin ouvert, 24/24, il ne va rien vous arriver. Lorsque vous refusez de payer, vous êtes tué au dépôt et brûlé.
Tout ceci nous ramène encore. L'administration n'a jamais amené une paix dans un pays. Je ne connais pas. Ils sont en RDC depuis quoi? 20 ans? Combien de milliers de morts là-bas? Tant que l'administration au Mali n'auront jamais la paix totale. Peut-être qu'ils interviennent après qu'il y ait tuerie, ils amènent le vivre, etc. C'est tout. Mais ils ne vont jamais empêcher quelqu'un de tuer quelqu'un. Ça n'a jamais existé, l'administration. G5, Sahel, le MINUSMA, Barkhane, le problème reste. Ces gens-là, ils vont nous aider, nous soulager. Ils ne vont jamais nous guérir. C'était vraiment un plaisir d'avoir cet entretien avec M. Moustapha Sibi, qui, comme nous le rappelons, est un opérateur économique malien installé au Sénégal. Vous l'avez suivi, nous avons fait le tour des questions d'actualité qui concernent le Mali, mais un peu aussi la région, vu l'insécurité qui règne un peu. Moustapha Sibi, vraiment, nous vous remercions. Merci, M. Cizé.